bonsoir. Merci beaucoup pour cette aimable introduction et merci surtout pour l'invitation ici à la veille de Neumünster, qui est très belle. Et merci surtout de m'avoir invité avec Alain Mabanckou. C'est un grand honneur et j'ai accepté immédiatement et avec joie. On va donc parler du dernier essai d'Alain Mabanckou qui s'appelle Le monde et mon langage et qui a été publié chez Grasset en 2016. Et c'est un texte qui fait un tour du monde d'Alain Mabanckou, qui a passé son enfance en Afrique, une partie de sa jeunesse en Europe, et qui ensuite est allé s'installer en Amérique. Et comme nous voyons ici dans le texte, ce sont justement ces trois continents qui forment le monde de ce texte. Et je me suis demandé, en lisant l'introduction, pourquoi vous l'appeliez une autobiographie capricieuse, ce texte, ce qui est quand même une appellation assez intéressante. Qu'est-ce que ça signifie, autobiographie capricieuse? Je remercie l'Institut de m'inviter ici. J'ai l'impression, je crois que c'est la première fois que je viens au Luxembourg, et venir sous la bénédiction d'un institut aussi très européen, plusieurs pays, ça fait plaisir, et en présence aussi de monsieur l'ambassadeur de France. Ça prouve que j'aime toujours la France. Les gens croient que j'ai fait des polémiques sur la francophonie, c'est contre la France. Non, la France est belle, nous voulons la faire marcher et l'inscrire justement dans le sens du monde, dans le sens du langage. Et pourquoi j'ai appelé ça une autobiographie capricieuse? C'est aussi parce que, à travers les personnages que j'ai peints à l'intérieur de ce livre, je me peins, je me regarde. Beaucoup d'entre eux m'ont fasciné ou m'ont facilité l'existence. Si je prends un personnage comme le Clésio, avant qu'il n'obtienne son Nobel, c'est quelqu'un je lisais, que je pensais que je ne croiserais jamais. Et de savoir que c'est lui qui m'a croisé, cela m'a fait un choc, puisque c'est quand j'avais publié mon roman Vers cassé en 2005 qu'il avait tranquillement écrit « Bonjour, je suis Jean-Marie Gustave Le Clésio, écrivain, il s'est présenté. » Je dis « Mais les grands ne se présentent pas devant les petits. » Donc moi, j'étais quand même... quand je lui montre aujourd'hui la lettre, il s'est présenté en se disant « On ne sait jamais. » Je me suis présenté. J'ai lu votre livre quand j'allais à Maurice, puisqu'il est aussi mauricien. Et je voudrais vous croiser pour qu'on en parle. Et effectivement, on s'est croisés. C'est l'une des premières rencontres qui se trouve dans ce livre, où il m'a amené dans le jardin du Luxembourg. Il ne parlait pas. Je ne parlais pas, donc voilà. Il dit « Ah, les canards, ah oui, les canards ». Et puis, voilà, il disait rien. Hein. Mais il était content de ses silences, tout. Donc, moi, j'ai raconté. Après, il a commencé à parler de l'époque des chasses à cour, du jardin du Luxembourg. Et à la fin, on s'est séparés. Et puis, je me dis, mais pourquoi un Ulysse écrivain m'a invité dans un des jardins les plus huppés de Paris, puisqu'il habite aussi rue Jacob, là-bas. Mais au fond, il était content de cette promenade. Il avait à côté quelqu'un qui marchait, qui ne l'embêtait pas, qui ne lui posait pas les questions, et qui était comme lui. Donc, tous les deux, on était dans le silence. Et après, on se sépare. Il dit, il m'écrit, il me dit, j'ai passé un moment formidable. Bon. Deuxième fois, il me dit, bon, je passe à Bruxelles, si tu pourrais être, tout ça. Là, j'ai dit, mais ça y est. Et on est allé à Bruxelles. Dans le quartier, il voulait manger la nourriture africaine, à Matongué, voilà. On longeait le quartier Matongué, on ne parlait toujours pas. Et il regardait, il y avait une toile de cerise en bas, il a dit, qu'est-ce que c'est beau ça. Bon, j'ai dit, oui, c'est beau. Donc, il parle, j'acquiesce, je parle, j'acquiesce. Et c'est une amitié qui est comme ça, paradoxale. C'est-à-dire que avec le Clésio, les silences sont plus parlants que la parole. Et effectivement, quand j'ai fait le portrait, et puis
Il a reçu le livre à la sortie. Il m'a dit, mais je ne savais pas que tu avais tous les détails de la rencontre, parce que j'ai décrivé même son appartement où il fallait slalomer entre les livres, la cuisine qu'il avait faite, le thé qu'il préparait, les écrivains français qui veulent avoir le Renaudot et qui lui envoient 4 livres, le même, dans l'espoir qu'ils les lisent pour être dans la liste. Et nous, on enjambait tous ces candidats voilà, qui attendaient. Hein. Son propre éditeur, je me rappelle, il y avait une année, puisque après, cette amitié était devenue presque, tout le monde en parlait, c'était sorti dans le Canard enchaîné. Je me rappelle, quand il avait eu Ver cassé, il ne me connaissait pas. Et il racontait partout, oui, mais moi je vais défendre au Renaudot un roman d'un Congolais que personne ne connaît, c'est Ver cassé. Et le Canard enchaîné, il aime des choses comme ça. Le Canard enchaîné met ça pour décourager ceux dont les éditeurs avaient orbité déjà les places. Voilà, je sais pas, les Lydie Salver à l'époque qui étaient dans la maison, les Volodine. Et moi, depuis Los Angeles, non, j'étais dans le Michigan à l'époque, j'étais prof au Michigan, on m'envoie la coupure de presse. Que non, le Clésio va défendre un roman, alors que je ne l'ai pas connu encore dans ce sens. Et ça me faisait drôle quand je rentrais, je viens chez lui et je vois 4. J'ai dit, mais cet auteur, il envoie 6 livres, le même exemplaire. Il dit non, parce qu'il cherche à me trouver. Mais lui, il ne sait pas que moi, quand je veux d'un livre, c'est moi qui trouve le livre. Donc souvent, Gallimard m'appelait pour me dire, est-ce que vous ne sauriez pas où se trouve le Clésio? Parce que parfois, il a une maison en Corée, à l'île Maurice, à Nice, au Nouveau-Mexique et à la rue pourquoi on lui envoie plusieurs exemplaires. Voilà, donc du coup, les gens envoient un livre à Nice, un livre en Corée, un livre en Corée. Et lui-même, parfois, en allant à l'aéroport, il achète le même livre. Voilà, s'il arrive et trouve qu'il y a 6, il est découragé, il ne le sélectionnera plus. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc c'est en lisant les portraits là, parce que je parle à la première personne, je donne des exemples, je donne des scènes que j'ai vécues. C'est un essai qui n'est pas dans la tradition des essais forcément universitaires où je démontre quelque chose. Là, je voudrais faire vivre une sensation. On a l'impression de lire une histoire, mais en même temps aussi de rentrer dans un livre, dans l'univers. Quand je raconte nos pérégrinations avec le Clésio, mais il y a des longs développements sur ces livres, sur l'Africain, sur la quarantaine, sur le procès-verbal, sur le fait qu'il ressemblait beaucoup à un acteur américain de l'époque. Donc il y a des éléments qui sont forcément donnés pour inciter le lecteur d'aller à la rencontre de ce personnage parce que ce sont mes parents dans la littérature. C'est grâce à eux que j'admire la langue française. C'est grâce à eux que j'aime la création. C'est grâce à eux que je savoure le bonheur d'être écrivain, de faire famille. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, il s'agit aussi d'une histoire personnelle de la littérature ou des littératures francophones. Je pense que c'est une sorte d'histoire personnelle de la littérature francophone. Et puis, c'est aussi l'histoire qui montre comment la langue française peut être volage. C'est-à-dire qu'elle quitte la France pour aller faire des bébés ailleurs. Malgré l'Académie française qui dit « rentre à la maison, il se fait tard ». Non, 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 la langue continue sa route et va là-bas, trouve Eduardo Manet qui est cubain et Eduardo Manet écrit en français, trouve Beckett qui écrit en français. C'est ça aussi la beauté de la langue. Les langues qui résistent dans leur force littéraire sont les langues qui sont parfois portées par des gens qui venus d'ailleurs, parce que dès qu'ils l'accaparent, si on est en train de la triturer ou de la gaspiller, il y a toujours des gardiens dans la nuit qui sont là en train de conserver au moins ce qui fait la courtoisie de cette langue. Donc ces gardiens, ils sont à l'intérieur. C'est des Malgaches, c'est des Congolais, c'est des Cubains, c'est des Centrafricains, des Sénégalais, parfois des Russes, André Makin, vous voyez, voilà, qui donnent à notre langue une certaine force, qui donne la dimension internationale. Vous savez, il y a des grandes nations qui peuvent être économiquement fortes, mais il leur manque l'extension de la langue dans les autres continents. On peut en parler ici et là, mais la langue française
a un rayonnement qui reste encore très important grâce à des espaces comme du côté de l'Afrique ou du côté de l'Amérique du Nord. L'Afrique, parce qu'il y a toujours ce prestige, il y a toujours ce côté où le colonisateur a pratiquement en partant a laissé quelque chose dans la rue et nous, on a ramassé pour tisser à travers nos langues, même locales. On a pris des mots français qui étaient intéressants, qu'on a parfois africanisés et qui aujourd'hui reviennent à l'intérieur de la langue française Et grâce ajoutent à à la la richesse. plume des écrivains francophones. Ouais. C'est comme Kateb Yassine qui avait dit que la langue française était un butin de guerre. Voilà, Ouais. un butin de guerre, bon, voilà. Votre version était la version pacifique. Voilà, la mienne est pacifique parce que, bon, entre la France et l'Algérie, c'est encore une autre histoire. Moi, je pense que, bon, c'est un butin. C'est un butin. Voilà. Ouais. Voilà, Sans c'est un souci. butin de guerre selon la situation. Selon la situation. Mais je pense que moi, je n'ai pas une approche de la langue française qui est belliqueuse. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la langue française qui m'a fait du mal, c'est plutôt le traitement administratif de l'institution qui a fait du mal. Parce que la langue française, on peut l'avoir sans pour autant être blessé, sans pour autant être piétiné. C'est pour ça que certains choisissent. Il y a ceux que j'appelle les francophiles, ceux qui sont venus dans la langue française par leur propre volonté, alors qu'ils viennent d'un espace littéraire qui a déjà une langue littéraire. C'est le cas de Makin. Il peut rester en russe, dans la langue russe, et faire une écriture forte. Ou Eduardo Manet, qui pouvait écrire en espagnol et faire une écriture également forte. Beaucoup d'autres écrivains, même certains Africains. Il y en a, il y a la langue, il y a une littérature en swahili, il y a une littérature en wolof. Mais c'est bien de voir arriver comme ça des héros avec AUT qui pérennisent en quelque sorte et la langue et qui lui donnent une dimension de l'universalité. Les langues qui meurent sont celles qui ne portent pas en elles la substance de l'universalité, c'est-à-dire que je peux être partout chez moi. C'est vrai, et puis on pourrait dire que même des institutions un peu anciennes, déjà comme l'Académie française, l'ont bien compris, parce que votre ami Dany Laferrière, par exemple, est aujourd'hui académicien et essaye aussi, à l'intérieur de l'Académie, de renouveler la langue française. Je pense que oui, ils avaient compris bien avant, puisqu'avant Laferrière, il y avait le premier Africain, Léopold Sédar Senghor. Il y avait Assia Djebar. Puis suivi d'Assia Djebar, puis maintenant, après Assia Djebar, on a eu Dany Laferrière, c'est très bien. Et puis d'autres vieilles institutions aussi, même de la pensée. Je veux dire que moi, j'ai fait le Collège de France, que j'ai passé devant, je pensais que c'était un temple de la franc-maçonnerie. Une institution poussiéreuse. Poussiéreuse, voilà. Quand je suis arrivé là-bas, la première leçon, quand j'ai vu le corps professoral, j'ai dit, mais je vais tomber dans les pommes. Hein? Mais après, on a compris que petit à petit, il y a des choses qui se bousculent, il faut pousser doucement. Mais maintenant, on a préparé le terrain, ce n'est plus étonnant si un Africain ou un francophone rentre à l'Académie française. C'est tout à fait normal. Je souhaite même que l'Académie française représente les langues françaises. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit un aspect, on a l'impression, un aspect colonial où le prototype d'un académicien, il est déjà connu. Hein, il faut descendre, je ne sais pas, d'une tradition littéraire riche, d'un espace franco-français où on défend une langue qui nous appartient tous. Donc moi, je vais dire que si c'est un malgache qui a un rayonnement international, mettez-le à l'Académie française. Ouais. Ce que n'hésite pas. Nous, on a parfois maintenant les demandes même de l'Académie royale du Maroc. Pourtant, on ne parle pas la langue arabe ou quoi, mais c'est des espaces où l'Académie royale de Belgique, etc. L'Académie française s'ouvre avec la présence des gens comme les Dany Laferrière, et puis aussi, ça se voit dans l'espace littéraire. Sur le plan étranger, la langue française est de plus en plus défendue par les traductions de beaucoup plus d'auteurs francophones que d'auteurs hexagonaux. Hexagonaux, voilà. Et ça, c'est très impressionnant. Quand vous voyez, par exemple, un auteur
pourtant comme Tierno Monenembo qui est de la Guinée, que parfois toute la France ne lit pas. Mais à l'étranger, il est lu. Tous ces livres sont traduits et tous ces livres sont étudiés aux États-Unis, en anglais partout. Mais d'un autre côté, quand vous prenez un exemple d'un écrivain français, Philippe Solers, il est adoré par tout le monde, mais il n'y a pas ses livres en anglais. Ouais. Donc c'est un paradoxe. Je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui puisse permettre à certains livres de traverser les rives de la Seine, ou bien ils s'autodétruisent dès qu'ils prennent l'avion. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut voir. C'est le monde, le langage du monde. Ouais. Quand il y a le monde, les ailes de l'oiseau le portent très très loin. J'ai trouvé ça un point très intéressant parce que vous l'avez dit, je pense aussi dans votre premier discours au Collège de France, justement que dans les universités aux États-Unis, la littérature francophone justement était beaucoup étudiée et que beaucoup de ces auteurs étaient traduits en anglais et étaient lus à l'étranger, alors que justement les auteurs hexagonaux l'étaient beaucoup moins et étaient beaucoup moins traduits. Oui, je donne l'exemple de la visibilité d'une langue à l'étranger est aussi palpable lorsqu'on voit la présence de ces écrivains dans la sélection des prix littéraires à l'étranger. Nos prix en France, bon, c'est entre nous, voilà, les Goncourt, les Renaudot, on les connaît, ils sont là, les membres du jury, ils regardent, ils s'apprécient, ils sont contents. Mais quand vous allez à l'étranger, dans l'espace anglophone, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines. Chaque année, les jurys changent, ce n'est pas les mêmes. Prenez l'exemple du Man Booker Prize, qui, quand vous voyez dans la liste, qui a été sélectionné, tout de suite, on voit les auteurs qui voyagent, Mathias Sénard, Marine Diaye, voilà. Il y a 4 ou 5 écrivains français qui tournent. Houellebecq, voilà. Mais pour le reste, on n'est pas forcément au courant de toute la pensée française qui est derrière, parce que la plupart du temps, l'écrivain peut faire son livre, mais la perspective de l'éditeur est la consommation locale. Il n'y a pas beaucoup d'efforts que certains éditeurs font pour pousser à l'internationalisation de l'imaginaire en français. Et donc, si les auteurs, par exemple, francophones et les autres le font, mais c'est parce que parfois les sujets qu'ils touchent sont des sujets qui intéressent aussi à la curiosité. Mathias Sénard va chercher des trucs du côté de la Syrie, et du coup, ça ouvre une perspective. Et évidemment, si on raconte son histoire sur le bord de la Seine avec son banquier, bon, au bout de 4 pages, on va dire, bon, après, il y a quoi? Donc, il y a peut-être quelque chose d'autre qui intervient. C'est pour ça le Clésio, souvent, les gens en France disent, mais pourquoi il a eu le Nobel? Parce que c'est une œuvre qui peut parler aussi bien aux populations les plus reculées qu'à ceux qui sont à Saint-Germain-des-Prés ou qui sont en Afrique. C'est cette dimension-là qui fait l'œuvre. Qui fait le fort aussi de la littérature francophone. Francophone. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on dise littérature francophone et à l'intérieur, il y a la littérature française. On a plutôt l'impression qu'on fait le contraire. Par exemple, pour la foire du livre de Francfort, là, pour le coup, après 89, où la France était venue avec la littérature française, et uniquement la littérature française, là, l'année dernière, c'était la francophonie. Oui, je sais, parce que j'étais... on avait même l'impression qu'on frimait un peu avec la francophonie. J'étais parmi ceux qui faisaient la programmation, et le problème, c'est que quand on distingue la littérature française de la littérature francophone, le message passe mal dans le monde anglophone. Ils ne comprennent pas qu'un texte, les textes qui sont directement écrits en français, à l'intérieur, qu'il y ait de la séparation. Parce que quand Salman Rushdie écrit, on ne lui rappelle pas qu'il vient de l'Inde. On ne le fait plus. Je pense qu'on le faisait il y a 20 ans, mais là, on ne le fait plus. Il y a 20 ans, on n'avait pas la littérature au monde, mais aujourd'hui, que ce soit Zadie Smith, Chimamanda Ngozi Adichie ou je ne sais pas les autres, pour eux, c'est des écrivains qui écrivent en langue anglaise. La distinction va être simplement, est-ce qu'ils sont américains ou bien ils sont britanniques? C'est ça. Mais nous devenons faibles lorsqu'on divise cette littérature. Lorsqu'on distingue. Qui on distingue, qui elle-même se publie au même endroit,
avec les mêmes éditeurs, avec les mêmes sources de critiques littéraires, on a les mêmes prix littéraires. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un Renaudot pour les Africains, puis un Renaudot pour les Français, puis les francophones, il n'y a pas un Goncourt pour... C'est les mêmes. Il n'y a pas un Gallimard, il y a une collection Gallimard il y a une collection pour les Africains. Quand même, voilà. Ouais. Bon, ça c'est Gallimard, j'ai critiqué ça depuis longtemps, mais il n'y a pas une édition du Seuil pour les Africains, une édition du Seuil pour... Il n'y en a pas. Il n'y a plus, mais il y avait. Non, au Seuil, non. Il y avait la collection Méditerranée, et des auteurs comme Kateb Yassine sont battus justement pour ne pas entrer... Kateb Yassine était dans la collection non, justement pas. Ah, d'accord. Lui, il a beaucoup insisté pour être dans le cadre rouge, mais il a dû énormément insister parce qu'on voulait le placer justement dans la collection Méditerranée. Ah, voilà, donc c'est cette distinction qui est un peu paradoxale. Le monde doit se fédérer, mais on divise toujours, c'est des frontières. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que lors de la foire du livre, on avait l'impression que la France vraiment faisait de la publicité avec la francophonie, parce qu'elle avait compris qu'à l'étranger, ça marchait. Alors que ce qui était étonnant, justement, comme vous venez de le dire, c'est que les auteurs présents étaient tous des auteurs publiés dans les maisons d'édition françaises, et on se plaignait un petit peu que les maisons d'édition africaines, d'Afrique du Nord, ou alors du Cameroun, du Gabon, etc., étaient quasi absentes. Mais l'édition aussi, c'est la puissance économique. Je veux dire que la plupart des maisons d'édition francophones, comme on dit, du Cameroun, du Congo, ils n'ont pas les moyens. Ouais. On ne voit pas leurs livres en France. Parce que beaucoup d'auteurs... Tous nos livres, quand on publie au Seuil, au Grasset ou quoi, le lendemain, le livre, il est à la librairie de France au Sénégal, partout. Les cousins n'arrêtent pas d'envoyer des mails pour leur envoyer le livre, alors que là-bas, quand ça sort, on n'est même pas au courant. Hein. Moi, je me suis retrouvé une fois en Afrique, dans un débat. Je passe dans le couloir et il y a un jeune Africain qui vient me dire « Bonjour, cher confrère ». Mais il avait 9 livres. J'étais même pas au courant. Dans une maison d'édition africaine. Ah oui, 9 livres dans une... Bon, c'est vrai, sa propre maison d'édition. Bon. Donc voilà, le mouton broute l'herbe là où il est attaché. Donc il faisait sa propre édition. J'ai dit 9 livres, oui, mais publié, oui. Non, mais j'ai ma propre maison. Donc il n'y a pas quelqu'un qui puisse lui dire calme-toi, publie un tous les 2 ans. Donc je pense qu'il y a le fait qu'il y avait pas beaucoup d'éditeurs africains parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Au Congo-Brazzaville, pratiquement, on n'a pas de maison d'édition. Je ne connais pas de maison d'édition. Il y a une maison d'édition qui appartient au ministre de l'Agriculture, qui lui-même se fait romancier et publie ses romans. D'accord. Oui. Donc voilà, donc le ministre de l'Agriculture publie ses romans et quand il vient à la foire de Paris, il vient avec sa maison, mais en fait c'est lui-même. Donc voilà, il se publie, c'est tout, mais il ne publie pas d'autres personnes. Au Cameroun, à l'époque, il y avait une maison d'édition qui s'appelait Clé, qui n'existe. C'était une maison évangélique à la fin. Donc c'est forcément les prêtres qui faisaient de l'édition à côté des Bibles. Bon, on dit on va publier un peu ça. C'est là qu'on a publié les premiers textes des auteurs comme Henri Lopez, Ferdinand Yono, qu'on avait publiés. Il y avait une édition aussi du côté du Congo-Kinshasa qui s'appelle Mont Noir, qui faisait un peu de poésie, mais qui aussi, faute de moyens, on ne trouvait jamais les livres en Europe. La question, c'est la distribution. Oui. Après, vous allez dire il n'y a pas de maison d'édition. Quand il y en a une, il n'y a pas de librairie. Oui, c'est ça le grand problème. Ouais. Donc, à la fin, on en revient au fait que c'est la question de la politique culturelle. Est-ce que les ministères de la culture ou de l'éducation, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas permettre cette sorte de transition? Donc, nous autres, quand nous étions là-bas, quand on écrivait, l'idée, c'était de faire comme les aînés avaient fait à l'époque, les Senghor, les Césaire. On met le manuscrit dans l'enveloppe et puis on cherche où se trouve l'adresse du Seuil et puis on envoie. Et on attend 4 mois pour être refusé. Et puis, on continue toujours à écrire. Hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la rapidité, il n'y avait pas énormément de possibilités. Vous mettez... Le manuscrit coûtait cher. Il fallait le taper à la machine à taper avec des carbones pour avoir le double. Et une fois que la photocopieuse, c'était impossible. Il ne fallait même pas parler. Photocopieuse, c'était réservé au PDG, qui était en haut là-bas. Au ministre de la Culture. Au ministre de la Culture. Donc, on tapait à la machine, ou bien on recopiait son propre roman 2 fois. À l'époque, on envoyait encore les romans manuscrits. C'était vraiment à la main.
très très bien écrit, avec la belle écriture, et puis on envoyait. Et quand vous aviez été accepté, il y avait quelqu'un qui faisait la saisie du roman. Donc il commençait, on me À donnait à une taper le secrétaire manuscrit, ouais. tout un mois à taper un manuscrit de 500 pages. Et taper. Et à l'issue, on le faisait. Donc tout cela, toute cette structure n'existe pas. La traduction pour nous, c'est que Paris C'est le reste centre. le centre de l'édition en littérature française. Mais on peut dire la même chose pour les anglophones. Ils ont l'Angleterre ou les États-Unis. Ils ont beau publier, c'est vrai, au Kenya, au tout, ils savent que les lieux de légitimation vont rester l'Angleterre avec le Man Booker Prize ou bien les États-Unis avec le National Book Award, etc., ou les Italiens avec la Ou alors ce sont des Strega. coopérations entre maisons d'édition. Voilà, Les livres sont donc publiés il y a, dans il y a les deux une endroits. coopération Ouais. qui peut se faire dans ce sens. Ouais. On va peut-être revenir au livre, parce que vous racontez, on pourrait dire, 3 différentes sortes de rencontres. Donc il y a des rencontres, comme vous l'avez raconté pour le Clésio, avec des auteurs, où il y a parfois aussi des parties d'entretien. Puis il y a des rencontres où vous êtes dans un pays, vous rencontrez quelqu'un, ça vous évoque quelque chose. Ça n'a pas nécessairement à voir avec une rencontre avec un auteur. Et puis il y a aussi les chapitres où la rencontre est plutôt une rencontre littéraire, parce que ce sont, comme vous avez dit, vos parents littéraires. Et parfois c'est les deux, comme dans le chapitre sur Sony Laboutanzi, que vous êtes allé voir avant de partir en Europe, et qui vous avait d'ailleurs dit que la poésie, c'était difficile à publier. Et par contre, vous, quand même, vous y êtes parvenu. Oui, parce que et qui vous avait donné son manuscrit. Ben, je voulais être écrivain. Je vis en Afrique, je suis au lycée, je viens d'avoir le baccalauréat, et puis j'entends parler que on a maintenant le plus grand écrivain congolais, Sony Laboutanzi, qui vient de publier aux éditions du Seuil La vie est demie. Donc tous les écrivains en herbe voulaient aller le voir, puisque publié aux éditions du Seuil, mais c'était la première fois dans l'histoire du Congo. Bon, bien sûr, on n'est que 3 millions. Ça veut dire que c'est plus facile d'être célèbre au Congo qu'en France. Hein. Donc, dès que vous avez publié 4 lignes, si vous passez à la télé, tout le Congo sait. Et en plus, on est 3 millions. Peut-être aujourd'hui, on peut être 10 écrivains en activité. Et dans les 10, il y a peut-être 4 dont on parle le plus. Je veux dire que quand on a levé Emmanuel Dongala, Wilfried Nsonde, nous faisons déjà 3 qui sont connus et Henri Lopez, ça fait 4 qui sont connus sur le plan international. C'est beaucoup. Donc ça Sur veut 3 dire millions. que les centaines de milliers d'écrivains qui veulent être écrivains, ben, ils vous écrivent tous les jours. Parce que vous êtes là. Envoyez-nous une cordée, on va monter jusqu'à la lumière. Donc si vous ne répondez pas, vous êtes jaloux. Si vous répondez en disant « Ah, ben, je vais lire votre manuscrit », ben, il va raconter dans tout le quartier, il va lire mon manuscrit, et ben, tout le monde va dire ben, il va commencer à sonner. il faut qu'il lise nos manuscrits. Donc, du coup, moi, j'ai toujours voulu satisfaire tout le monde, mais à la fin, je ne peux pas arriver. D'où, par exemple, la scène de cet écrivain qui veut être écrivain, mais il dit « ça a déjà été écrit, quelqu'un a déjà écrit ça, moi, Sabato, je vais être tel écrivain ». Et moi, je voulais voir ce Sony Laboutanzi pour voir comment un écrivain fonctionne. Et donc, du coup, je suis allé dans la scène où je raconte, et puis j'arrive, je le trouve jouant au volleyball, il arrête pour me recevoir. On pourrait peut-être lire, parce que Bon, c'est très on beau. va lire le passage en question, et peut-être c'est lui qui m'a donné le goût même de l'écriture. Donc, à sa parution en 1979, le roman La vie est demie créa une telle effervescence au Congo que tout le monde rêvait de rencontrer son auteur, Sony Laboutanzi, un modeste professeur d'anglais et de français dans un collège de l'arrière-pays, rappelait-on, comme pour mieux enraciner la légende de l'écrivain issu du peuple et proche de celui-ci. S'imposant dès ce coup d'éclat comme le seul auteur congolais d'envergure internationale et publié par un grand éditeur parisien, Sony Laboutanzi devint l'ambassadeur de nos lettres. Rares étaient pourtant les Congolais qui avaient acquis ou lu ce livre
sans doute à cause du prix exorbitant qu'affichaient les 2 librairies de Brazzaville, qui se contentaient surtout de commander les livres mis au programme par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Les 3 exemplaires de La vie et demie achetés par la bibliothèque du Centre culturel français étaient sans cesse empruntés par les plus ingénieux qui les gardaient pendant plus de 2 mois, le temps de les recopier intégralement dans un cahier. Ils passaient ensuite dans leur quartier et hurlaient « J'ai La vie et demie, 100 francs pour la lecture ». En effet, pour 100 francs, on pouvait alors lire pendant 2 jours ce manuscrit recopié. Le propriétaire du manuscrit était intransigeant quant au délai de location, puisqu'il aurait passé 48 heures plus tard devant le domicile de l'emprunteur en compagnie de quelqu'un qui attendait son tour. Les retardataires n'avaient pas le choix, car le propriétaire leur arrachait le manuscrit des mains en tempêtant « Je t'avais dit 2 jours. Ce type qui est avec moi attend ça et il m'a payé le double du prix. » Sony Laboutansi nous paraissait donc lointain, inatteignable. Du moins, c'était ce que nous pensions dans notre petit cercle des apprentis écrivains du plateau des 15 ans, l'un des quartiers de Brazzaville ayant la réputation d'être celui des intellectuels, parce qu'il était le lieu où résidaient les étudiants des facultés de lettres et de droit de l'université Marien-Ngouabi. On avait d'ailleurs surnommé ce quartier le campus, et dans notre cercle d'écrivains en herbe, beaucoup étaient devenus des épigones de Sony Laboutansi, reprenant sous toutes les coutures les premières phrases de La vie et demie avec ses accents de conte. Ce roman apporta un souffle nouveau aux littératures africaines. Mieux encore, il fut considéré comme une étape fondamentale de la fiction africaine qui jusqu'alors se cherchait, s'évertuait à se démarquer du classicisme hérité du réalisme français et du militantisme nègre prôné par les courants de la négritude. Un écrivain africain devait forcément exalter les civilisations noires, parler au nom de la communauté, en général contre l'Occident, le colonialisme et le néocolonialisme. S'il y a 3 romans qui reviennent sans cesse comme les plus marquants dans la littérature d'Afrique noire d'expression française, ce sont ceux de Yambo Wologem, Le devoir de violence, d'Amadou Kourouma, Les soleils des indépendances, et de Sony Laboutansi, La vie et demie. Au sujet de ce dernier, la critique française fut laudative. On parla d'une écriture rabelaisienne. On fit le parallèle avec l'univers latino-américain, en particulier de Gabriel Garcia Marquez. C'était cet écrivain-là que je souhaitais rencontrer dans les années 80, à l'époque où j'étais un étudiant à l'université de Brazzaville. Sony Laboutansi habitait à Makelekele. Il suffisait de se rendre dans ce quartier populaire de Brazzaville, de demander à n'importe quel kidam pour dénicher le domicile de l'auteur qui, au dire de tous, était le plus abordable de nos auteurs, comme s'il n'était même pas un écrivain. C'était un dimanche, un vieux bus me déposa à l'entrée de Makelekele. Je suivais une artère principale, accostais le premier individu. C'était une adolescente qui se rendait au marché de Bakongo avec sa marchandise sur la tête, une cuvette remplie de bananes. Je cherche le domicile de Sony Laboutansi, fis-je. La fille me considéra, déposa par terre sa cuvette et me demanda d'un air méfiant « C'est pas l'écrivain là qui s'habille comme s'il n'était pas un vrai écrivain et qui se promène en sandales, on dirait un ouest africain qui vend au marché ?» Je fis oui de la tête. Ah ben, il faut continuer tout droit, puis tu tournes à la 3e rue, juste avant le flamboyant géant, puis tu continues encore tout droit et tu vas tomber sur un terrain de foot. Sa maison est juste à côté avec de l'herbe partout. Tu ne peux pas la rater, c'est vraiment une vieille maison en planche. Je l'aidai à remettre sa charge sur la tête et longer la rue, un peu boueuse à cause de l'orage qui s'était abattu sur la ville 2 jours plus tôt. Je dépassai le flamboyant et parvint jusqu'au terrain de foot où on jouait plutôt au volleyball. J'abordai un spectateur et l'implorai de me désigner la maison de l'écrivain parmi les 3 ou 4 baraques en ruine qui se suivaient les unes les autres. Sans hésiter, il pointa du doigt un type qui portait une culotte en haillons
et qui transpirait au milieu du terrain de foot. Il dit, c'est lui, Sonny Laboutancy, il est occupé et il n'aime pas être dérangé quand il joue avec les petits du quartier. Alors, je vais attendre la fin du match, je ne suis pas pressé. À la mi-temps, Sonny Laboutancy vint se rafraîchir auprès du type qui me l'avait désigné et qui lui remit une bouteille d'eau maillot en lui chuchotant « Grand frère, ce gars bizarre et maigre comme une brindille cherche à te voir. Mais je lui ai dit que tu jouais, que Sonny lui coupa la parole et se riait vers moi. Alors, comment ça va, mon brave ?» Sa bonne mine me déboussola. Je m'attendais à voir quelqu'un de distant, conscient de son rayonnement littéraire au pays. Il est là l'arbitre. Remplacez-moi quelques minutes, j'ai de la visite. Puis, s'adressant de nouveau à moi, « Viens, mon brave, on sera plus tranquille à la maison pour parler. » Sa parcelle était une espèce de petite forêt tropicale. On aurait dit qu'elle était rescapée des descriptions les plus farfelues de son propre roman. Il fallait écarter les branchages des manguiers et des papayers qui obstruaient le passage, emprunter une sente et déboucher enfin devant cette cabane en bois dont la porte semblait ouverte toute la journée et retenue de la sorte par une brique en terre cuite. À l'intérieur, je remarquais 2 grands posters du Che et de Bob Marley. Plusieurs cahiers à spirale traînaient sur la table de l'écrivain, aucune machine à écrire, aucune bibliothèque, et moi qui croyais que pour écrire des livres, on devait posséder des rangées entières de bouquins, mon attention fut par la suite captée par 2 bougies allumées qui éclairaient la dernière page qu'il avait dû écrire le matin. Il y avait un lit à peine rangé de l'autre côté de la pièce avec 2 livres près du chevet. Illumination d'Arthur Rimbaud et Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Enfin des livres, me dis-je. Assois-toi où tu veux, petit. C'est un peu le bazar quand j'écris. Je suis en train de terminer un bouquin que j'ai intitulé pour l'instant « Les 7 solitudes de Lorca Lopez ». Je tirai un tabouret sous sa table de travail et pris place. Il s'assit par terre et s'adossa contre le lit. « Alors, quelles sont les nouvelles ?» Cueilli à froid, j'ai répondu « J'ai aimé La vie et demi, mais tout le monde l'a peut-être dit. Et, bon, entre nous, mon gars, tu peux me tutoyer, on n'est pas à la télévision ici. » Mais en fait, de temps en temps, moi aussi j'écris. J'ai même une carte de membre de l'Union nationale des écrivains congolais. Ça ne sert à rien, cette carte, me coupa-t-il. Qui ne l'a pas, cette carte, hein? Et combien de ceux qui la possèdent publient vraiment des livres dignes de ce nom? 0. Est-ce que Emmanuel Dongala, Henri Lopez et Sylvain Bemba ont cette carte? Non. Ce pays est malade de titres et je ne voudrais pas que des jeunes comme vous, aux autres, attrapiez cette maladie. Laissez cette histoire de carte aux membres du Parti congolais du travail. Se rendant compte que son comportement m'avait poussé au silence, il prit une voix conciliante. « Bon, qu'est-ce que tu écris, mon brave ?» Je dis, de la poésie. De la poésie. Mais c'est pas facile à publier, ça. Il se leva, secoua la poussière de son short et s'assit sur le lit avant de répondre d'un air grave. Je dis aux jeunes écrivains qui viennent ici que j'ai aussi écrit des poèmes au départ. Hélas, les éditeurs les ont refusés alors que j'avais des préfaces des poètes les plus connus du continent et qui publient dans des grandes maisons d'édition. Le monde est par terre. C'est comme si on ne voulait plus de poètes après Senghor, Césaire et Damas. Mais cela ne veut pas dire que tu ne seras pas plus chanceux que moi. Il faut toujours essayer, on ne sait jamais. Et tu n'écris vraiment pas de la prose? Non. Aujourd'hui, tout laisse à penser qu'on a plus de chances d'éditer un roman qu'un recueil de poèmes, jeune homme. Je suis persuadé que certains éditeurs retournent les manuscrits des poètes sans même les parcourir. Et quels poètes lis-tu? Les classiques français, les poètes congolais aussi. Il n'y a pas que ça, mon brave. Il faut échapper, t'ouvrir au monde, découvrir Pablo Neruda, Octavio Paz, Giacomo Leopardi, Pouchkine et bien d'autres. Il me nota sur un bout de papier les noms de ces poètes que je n'avais pas lus. Tu trouveras les livres de ces auteurs au Centre culturel français. Lire, beaucoup lire avant d'écrire. C'est le seul secret de l'écriture. Il plongea une main sous son lit et sortit un cahier poussiéreux. C'était le manuscrit de son roman « La vie et demie » et il me le tendit. Jette un œil. Tu verras comment j'ai travaillé et retravaillé « La vie et demie ». Tu me le rendras quand tu reviendras me voir, mais prends ton temps.
Je m'excuse, je dois rejoindre l'équipe. Je suis sûr que mes amis sont en train de prendre une gamelle. Reviens n'importe quand. Cette maison est la tienne, cher confrère. » Ah, le mot confrère me fit sursauter. Était-ce de l'ironie? Dehors, le jeu battait son plein. Quelques joueurs hélaient le crivain. « Reviens, on est mené !» Il prit le temps de me raccompagner jusqu'au flamboyant géant et repartit en courant. Je me retournai, il était déjà au milieu du terrain, repoussant de ses 2 mains le ballon dans le camp adverse sous les applaudissements des spectateurs qui ne l'appelaient pas Sonny, mais on l'appelait La vie et demie. Dans ma petite chambre d'étudiant, je ne pus résister à la tentation de décortiquer chaque page. C'était la première fois que je voyais un texte écrit à la main par un écrivain. Je le feuilletais, le cœur serré par l'émotion, et me demandais s'il le prêtait à chacun de ses visiteurs, sans craindre que ce dernier ne l'égare ou ne l'altère. Devant cette écriture droite et volontaire, j'en déduisis qu'il écrivait d'une traite, sans plan, mais avec la certitude du chemin qu'il suivait. Comme s'il écrivait d'abord son roman dans sa tête, avant de le consigner dans un cahier. J'ai gardé le manuscrit avec moi pendant 1 an, le relisant chaque fois que l'inspiration me faisait défaut ou que je doutais de mes propres poèmes. Ayant obtenu une bourse d'études, je partis pour la France avec le cahier. Je vivais à Paris depuis 2 ans. C'était un soir, après les informations télévisées, on annonça le rendez-vous du lendemain. J'appris alors que Sonny Laboutansi était un des invités de Jean-Marie Cavada dans La Marche du siècle. Je cherchais le manuscrit de La vie et demie, le retrouvais, je dormis avec la résolution d'aller rendre le texte à l'écrivain. Le lendemain, je me retrouvais devant les studios de la chaîne publique rue Montaigne dans le 8e arrondissement. Une hôtesse d'accueil à qui j'expliquais calmement la raison de ma présence m'autorisa à m'asseoir à la réception. De là, je pouvais regarder l'émission grâce à une télévision en face de moi. Après le générique, Jean-Marie Cavada présenta ses invités, puis un sourire aux lèvres, il ajouta « Nous attendons encore l'écrivain congolais Sonny Laboutansi qui devrait arriver d'un moment à l'autre. » L'émission débuta sans lui. Sonny Laboutansi fit irruption dans l'enceinte de la chaîne avec un accoutrement d'Afrique de l'Ouest. Il me vit et très surpris, eut juste le temps de me lancer. « On se voit tout à l'heure, mon brave, les Blancs m'attendent pour parler de dans la boîte à mensonges. » Jean-Marie Cavada ironisa sur le retard de l'écrivain, Sonny reprit les choses en main, ironisa à son tour sur le retard légendaire des Africains. Je trouvais que l'écrivain n'était pas en forme. Son intervention ne me marqua guère, peut-être parce que je préférais le lire que l'entendre parler de ses œuvres. À la fin de l'émission, il vint aussitôt me rejoindre. « Alors, tu as publié quelque chose depuis ?»« Ben, rien. Tous les éditeurs refusent mes manuscrits. »« Bon, Proust aussi a été refusé, ça devait te rassurer. Bon, je suis un peu pressé, je dois croiser mon directeur aux éditions du Seuil, mais on peut se voir après mon retour de Limoges. » J'ai sorti son manuscrit de mon cartable et le lui tendu. « Ah, ben finalement, c'est toi qui l'avais. Je n'ai pas arrêté de le chercher. J'ai appelé tous les amis, j'ai remué la maison de fond en comble. Merci vraiment, merci beaucoup. » Il compulsa le cahier, le rangea ensuite dans une chemise orange. Nous sortîmes. Il me demanda si je voulais que le taxi que son auditeur lui avait commandé me dépose quelque part. Je lui dis, « Grand frère, ne t'embête pas pour ça. Je vais prendre le métro, c'est plus pratique. » Le taxi démarra et ce fut la dernière image que je gardais de lui, car il quitta ce monde le 14 juin 1995, soit 2 années et demie après cette dernière rencontre. Merci beaucoup. Voilà une des rencontres que j'avais, qui m'a marqué finalement, qui m'a donné l'acte de naissance en littérature. J'étais heureux parce que l'Humanité avait publié en intégralité ce passage. Et je tenais aussi, je n'ai pas précisé la suite, mais en 1995, il est mort en France, à l'hôpital du sida. Donc j'étais allé le voir. Et en 1995, je n'avais pas encore publié. Donc j'arrive à son lit d'hôpital
et je le trouve, il était tout amaigri quelque part. Et il m'a encore reposé la question si j'avais publié. J'avais dit non. Si j'avais écrit de la prose, j'avais dit non. Et que j'écrivais toujours de la poésie, que les éditeurs continuaient à refuser mes manuscrits. Et donc, il est mort sans avoir lu un de mes textes, mais il était convaincu qu'il fallait que je ça allait travaille arriver. quand même. Voilà, que ça allait arriver. Et c'est peut-être l'une de mes déceptions profondes, de savoir qu'il y a quelque chose qui se passait, mais peut-être que aussi que même après, quand j'avais commencé à publier le premier roman chez Présence africaine, dans mon esprit, je me disais, il faut que je publie aux éditions du Seuil, là où était Sony Laboutancy. C'est pour ça que le Seuil est devenu mon éditeur principal, où j'ai publié 5-6 romans depuis. Et après, quand on ne les lisait plus, il est à un moment donné, à une période, il était tombé dans le purgatoire. Et l'année où j'avais eu les Renaudot, comme je pouvais imposer quelque chose dans la maison d'édition, vous avez demandé qu'il soit réédité. j'ai demandé qu'on le mette dans Collection Point, réédition. On l'a réédité et j'ai tout fait pour qu'on le publie aussi aux États-Unis, dont j'ai fait les préfaces, notamment L'Antépleuple, La vie et demie, qui sont réédités aux États-Unis. Comme quoi les amitiés se poursuivent. J'estime que je dois accompagner son œuvre jusqu'au bout. Vous avez dit dans le passage que vous avez lu aussi qu'un écrivain africain devait forcément exalter les civilisations noires, parler au nom de la communauté. Et ce qui est quelque chose que vous refusez aussi. C'est aussi une prise de distance assez nette de votre part avec la négritude, avec le mouvement de la négritude. Oui. On aime beaucoup donner une mission aux écrivains africains. Je veux dire que quand moi j'écris, on attend que je dénonce quelque chose, mais vraiment, tu as vu ce qui se passe dans ton continent et il faut faire quelque chose. L'écrivain africain a une mission. C'est ce qu'on dit. On ne va pas demander à David Fuenquinos d'avoir une mission. Voilà, Fuenquinos, quand même, tu as écrit ton truc qui a été tourné en film, mais là, la France souffre, elle a besoin de toi. Non, on ne demande pas. On ne demande pas à Fuenquinos une mission, on ne demande pas à Serge Joncourt une mission, à Véronique Ovaldé. Ils ont une liberté totale de créateurs. S'ils veulent écrire sur la neige de A à Z, ils le font. Mais aux écrivains africains, il y a toujours implicitement une mission. Quand vous écrivez, on va toujours l'analyser sous l'arme. Voilà, dans une société, l'Afrique, une écriture qui dénonce. Donc, il y a toujours une utilité de l'écriture africaine. Or, l'écrivain africain ne peut obtenir sa liberté qu'en refusant cela d'être indépendant. Toute littérature, la littérature ne doit pas être forcément un endroit pour aboyer. Le message, il est là. On n'a pas besoin de me rappeler que je dois avoir un message, mais qu'on laisse l'inspiration couler d'elle-même. Mais sinon, si on veut que je sois militant, je peux le faire aussi dans la vie. Je le fais à travers les interventions, à travers les appels contre la dictature, à travers comme des textes, mais on ne peut pas forcément écrire sur commande, sinon ça devient une littérature de l'époque vraiment du communisme, quoi, où il faut écrire dans la ligne du parti. Sinon, ça devient aussi une ligne de partage entre la littérature française et la littérature francophone, en disant l'une a une mission et l'autre a la liberté totale. Ah oui, les missions, bon, on peut aussi dire, à un certain moment, la littérature française aussi a une fonction, parce que quand on voit, elle n'arrête jamais de reparler de la Deuxième Guerre mondiale, elle n'arrête jamais de parler des campagnes qui perdent ceci ou cela. Il y a toujours quelque chose, mais seulement ce n'est pas groupé. Ce n'est pas. Il n'y a pas cette obligation. Il n'y a pas cette obligation. Mais nous avons cette obligation par rapport au fait aussi que nous venons dans des espaces qui sont encore à la quête de leur autonomie intellectuelle, de leur autonomie peut-être même nationale, qui n'existe pas. On n'a pas forcément des littératures nationales, et du coup, on nous donne des littératures peut-être de cause. Hein. Vous avez un génocide, les écrivains se réunissent, ils écrivent contre les génocides. Comme j'ai vu à Saint-Malo, on réunit les écrivains, on vous dit d'écrire des textes sur les migrants.
Bon, vous écrivez les textes sur les migrants, chacun est content, l'écrivain est content d'avoir fait acte des civils, l'éditeur est content en écrivant dessus, oui, les bénéfices vont aller à un tel, mais ce n'est pas pour autant que le livre est best-seller. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, les livres qu'on écrit ou qu'on publie pour une cause, ça jette déjà une certaine idée auprès du public. Ah, ben, ce n'est pas un livre qui a été pensé, ça a été commandé pour aider. Donc, on vient non pas vous acheter parce qu'on veut accéder à une certaine littérature, mais on fait la cause. À la rigueur, c'est un livre que je peux acheter sans lire. Mais je suis content parce que j'ai contribué à servir cette cause qui est là. Alors même que si on prend un livre qui est autonome, comme Frères migrants de Patrick Chamoiseau, là, c'est autre chose. C'est un écrivain dont l'inspiration est venue à travers lui-même et ça donne quelque chose qui est là. On signe les pétitions, on fait des textes collectifs. Oui, mais ça, c'est autre chose, c'est pas la littérature. C'est pas la littérature. Non, et vous montrez aussi dans votre texte que, par exemple, pour un auteur comme Kamara Lai, avec L'Enfant Noir, ça, justement, c'était le problème, qu'il a beaucoup été critiqué parce qu'on trouvait qu'il n'avait pas... qui n'avait pas donc parlé des calamités de la colonisation, etc., et que ça lui était tombé dessus. Mais en même temps, c'est quand même devenu un classique de la littérature francophone. Oui, parce que la littérature qui reste, c'est celle qui est libre des sujets de son temps. En général, moi, j'avais croisé, quand j'avais écrit Vers cassé, ouais, mais pourquoi tu ne dénonces pas le pouvoir dans tes livres, on rit trop. Donc, il ne faut pas trop rire. Voilà. Il faut arrêter de faire rire les gens. Il y a même qui a dit, tu te rends compte, les gens rient, alors que, justement, si on ne sait pas regarder derrière l'éclat de rire, ce qui est là, moi, je n'écris pas pour amener les gens à un enterrement. Je veux dire que, mais même moi, quand j'amène les gens à un enterrement, on va rire tout le long du chemin de l'enterrement, quand même, parce que ça fait partie de ma culture. Ça fait partie aussi de ma veine. Ma veine, elle est caricaturale, elle est exagérée, elle est humoristique, elle est telle qu'elle est. Mais je ne vais pas me mettre en redingote parce qu'il faut plaire à un certain lectorat qui ne veut lire que ceux qui ont le nœud papillon. Donc moi, et par la suite, les mêmes détracteurs ont compris. Ah bah oui, mais... Parce que c'était surtout les Congolais au départ. Parce qu'ils n'avaient pas compris, mais c'est quoi ce livre Vers cassé où c'est un soulard, il boit tous les jours et puis il raconte. Alors qu'on a des vrais problèmes qui se passent au Congo. Voilà. Mais dès qu'on avait mis ça au théâtre au Congo, c'était la dernière fois que j'y étais allé, avant que je n'y sois interdit. Voilà. Je suis allé, on a mis ça au centre culturel. On a joué ça au théâtre, ils ont mis la mise en scène. Et là, les Congolais ont dit, mais tu n'as pas peur qu'on t'arrête? Le même livre, parce qu'ils ont vu... Donc soudain, c'est devenu politique. Mais parce que dès le départ, il y a une scène de Vers cassé au départ, le président de la République, qui était militaire, est jaloux parce que son ministre de l'Agriculture a fait un beau discours. A fait un beau discours. À la fin, le ministre de l'Agriculture a dit « j'accuse ». Et donc, tout le monde dans le pays croyait que le ministre de l'Agriculture a inventé la formule « j'accuse ». Et donc, tout le monde était à dire « ah, le ministre de la Culture, là, il est fort ». Donc, tous les discours du président ne comptaient plus. Et tout le monde, voilà, il y avait des bébés qui naissaient, on a donné le nom « j'accuse ». Les prostituées mettaient sur le derrière de leur postérieur « j'accuse ». Sur les seins, il y avait les « j'accuse ». Et le président, il était jaloux. Et donc, il a réuni son cabinet, qu'il appelait les Sénègres, et dit, si vous ne me trouvez pas une formule qui reste dans la postérité comme les accuses du ministre de la Culture, ou même mieux, vous êtes tous virés. Et mis au théâtre, joué par des Congolais, avec des tenues et des ministres qui tremblaient devant les gars, donc ça avait une vérité directe. Et en plus, celui qui jouait le président, il avait commis la bévue de prendre la voix du président de la République actuelle. Et personne ne riait au départ. Donc moi, j'étais dans la salle, et derrière moi, il y avait 4 généraux de l'armée. Ils étaient là.
Donc ils étaient coincés quand ils ont vu arriver la marche militaire. Ils ont regardé à gauche et à droite, silence. Et puis le gars du théâtre a commencé à parler. Et puis personne ne riait, mais le public aussi regardait les militaires, personne ne rit. Et puis au moment où le président dit « il faut que vous me trouviez », et puis le cabinet se réunit, et puis chacun commençait à donner la formule à rester dans l'histoire. Hein. Donc Napoléon a dit, non, c'est pas bon, le général de Gaulle, non, c'est pas bon. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas, le comédien était tellement bon, la rangée des militaires s'est mise à éclater de rire. Et quand les militaires ont ri, tout le rire qui était contenu, tout le monde a ri. Là, on a dit, bon, si les militaires ont ri, on va rire jusqu'au bout. Voilà, c'est ce jour-là qu'ils avaient compris que dans un truc de rire peut se cacher quelque chose. Je veux dire que c'est ce qu'on avait appris avec les Molières, avec ce théâtre de l'époque où, dans les fables de La Fontaine, on pensait, oh, c'est les animaux, on ne vous en... mais on critiquait nos travers. Donc moi, je suis plus dans la tradition des fabulistes, des conteurs, que des gens qui donnent des décrets. Il faut peut-être ajouter que la formule qu'il trouve finalement pour le président, c'est « je vous ai compris ». Voilà. On a trouvé au président « je vous ai compris hein ». Et là, voilà, le président a pris tout son temps. Quand il a fait son discours, il a bien écarté les mains comme « je vous ai compris ». Voilà. Donc, à la fin, on disait toujours « le ministre accuse, le président comprend ». Voilà. C'est une scène formidable dans le roman, vraiment. J'ai une question à poser à propos de votre maison d'édition, à propos du Seuil, parce qu'en 2006, le Seuil a publié un catalogue qui s'appelle « Les littératures francophones au Seuil et qui commence avec une phrase qui m'a beaucoup frappée, parce que la phrase c'est « à sa façon, le Seuil a inventé les littératures francophones ». Bah oui, non. Ça dépend. Pourquoi, je pense parce que la suite du catalogue... Enfin... Parce que si on voit bien, le premier vraiment grand prix de littérature francophone, c'est au Seuil. C'est vrai. Ouais. C'est au Seuil. Mais même si... Bon, je prends les Antilles, je ne considère pas francophone, même si certains le disent, mais je vais dire que La Lézarde en 58, Édouard Glissant, c'est le Seuil. En 68, Yombo Wologem, c'est le Seuil. Puis en 2000, c'est Kourouma. Le 4e prix Renaudot, moi j'ai succédé à Kourouma. Après, Tierno m'a succédé. Et après, Mokasonga, c'est après. Mais quand on voit dans le palmarès, j'en passe les Kateb Yassine, j'en passe les Tahar Ben Jeloun, le Goncourt, etc. Le Seuil est la maison, les Sony Laboutansi, qui a le plus fait en littérature francophone ça, tout dans à le fait paysage. Gallimard n'en avait pas. Ouais. Mais ce qui m'avait frappé, justement, c'était le verbe... c'est la plus prestigieuse. 0. Voilà. Ce qui m'a frappé, c'était le verbe. Donc, il l'avait inventé. Il n'avait pas publié. Ils n'avaient pas fait beaucoup pour la littérature francophone. Il avait carrément inventé. Inventé. Ben, j'avais pas. Ben, là, c'est l'œil de la critique littéraire. Hein. Vous êtes plus puissant. Moi, j'avais pas. Mais je pense que le Seuil est un éditeur pionnier en matière de littérature francophone. Et ils le font mieux, je pense, parce qu'ils n'ont jamais fait d'ostracisme, parce qu'ils ont toujours mis la même promotion qu'on mettrait à un écrivain dit blanc et français. Il ne voit pas. Ce qu'il compte, c'est le livre. Et puis, ça avait ce côté qui n'avait pas une certaine idée d'une littérature déjà figée. Parce que Gallimard a dû découvrir les auteurs africains dans les années 2000, en créant la collection Continent Noir. Et de peur même qu'ils viennent gaspiller le catalogue, on leur a mis une collection à eux tranquille, un peu loin là-bas, mal fabriquée dans un coin. Et ça ne rendait pas service. Non, c'est vrai. Mais il faut dire qu'au Seuil, ils ont fait ça aussi au début. Avec justement mais il n'y avait pas ces catalogues, c'était la même couleur, je vais dire. Je n'ai pas connaissance d'un écrivain africain publié dans une collection autre que la... Méditerranée, cadre vert... Pour beaucoup, on va en reparler. Mais 4 vers, c'est tout le monde. 4 vers, on a 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, quand même. Oui, mais c'était aussi pour faire la distinction, justement, entre les Français et les francophones. Littérature. Ou alors pour les étrangers. Oui. Il y a, mais partout, c'est littérature française et littérature étrangère.
Donc, les Africains sont dans la littérature française. Et les étrangers, Gabriel Garcia Marquez, Gunther Grass, qui est publié au Seuil, Gunther Grass, Coetzee, qui est africain blanc, mais qui se met dans la verte parce que c'est la collection. Chez Gallimard, c'est la même chose. Ils ont une collection du monde entier, où on publie les traductions du monde entier, et ils ont la collection blanche, où on publie en français. C'est pour cela que je ne comprenais pas pourquoi vous avez déjà du monde entier, vous créez encore les Africains à côté, comme si les Africains n'étaient pas dans le monde entier. Ils ne faisaient pas partie du monde. Donc, ils ne peuvent pas être chez les Français, ils ne peuvent pas être dans le monde entier, ils sont dans la marginalité. C'était à peu près cela. S'il y avait, à ce moment, soyez clairs, bon, on les met dans du monde entier, puisqu'on ne peut pas les classer là. Donc, les Méditerranéens, s'ils étaient placés dans la collection verte, c'était vraiment si c'était traduit de l'arabe ou je ne sais pas de quoi, mais si c'est en français, j'aimerais bien voir ce livre. Hein. Je vous le montrerai. Vous êtes plus connu, vous avez plus d'éléments que moi là-dessus, c'est certain. Peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public. Vous avez en début d'année donc adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron qui vous avait on va proposé fâcher monsieur l'ambassadeur. Qui vous avait proposé de contribuer aux travaux de réflexion qu'il souhaitait engager autour de la langue française. Oui. Mais vous avez refusé. Oui, parce que non seulement proposé, parce qu'après on m'avait appelé par le service d'Emmanuel Macron. Je n'étais pas au courant. Moi, j'habite à Los Angeles, je dormais. Comme disait mon président à l'époque, je dormais pour moi, on est venu me provoquer. Hein? Il y avait une guerre civile qui s'était passée au Congo, on dit à Sassou Nguesso, mais c'est vous. Ah non, 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 je dormais pour moi, on est venu me provoquer. Donc, moi, j'étais chez moi à Los Angeles, je dors, et en pleine nuit, puisque on ne voit pas le décalage entre la France, vers les 3h, 4h du matin, le téléphone se met à sonner de partout. Bonjour, c'est Nicolas Desmorans de France Inter, est-ce que vous acceptez? Je dis, mais acceptez de parler de quoi? De la francophonie. J'ai dit, mais pourquoi? Mais le président vient de vous citer, vient de vous donner une mission à Ouagadougou. Je dis, ah bon? Je n'étais même pas au courant. Heureux de l'apprendre. J'ai dit, mais écoutez, moi je ne comprends pas. Je suis à Los Angeles. Ah bon, vous n'êtes pas au courant? J'ai dit, non, mais je vais vous lire la dépêche de l'AFP. J'ai nommé Léla Slimani et j'ai chargé Alain Mabankou de réfléchir sur la rénovation de la francophonie. Donc, qu'en pensez-vous? J'ai dit, écoutez, là, je ne peux pas répondre à chaud. Il faut que je sache ce qui se passe. Sinon, je vais dire, je ne sais pas. Et il raccroche. Après, c'est Europe 1. Après, c'est Intel. Après, c'est Intel. Je n'ai pas répondu. J'ouvre Internet. Twitter, c'est des alertes. Hein? C'était boum, 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 boum. Je n'ai jamais vu autant d'alertes. Hein? Twitter, il y avait un truc. Vous avez 955 alertes. Je dis, dis donc. Donc, le nom était cité. Bon, je regarde. Je dis, bon. Et puis, je commence à lire un peu les dépêches de l'AFP. Effectivement, il est allé en Afrique, au Burkina, devant les étudiants africains. Il a dit, voilà, je ne sais pas, chargé de la francophonie, Léla Slimani, mais comme il sait que les Africains, les jeunes, ils aiment bien leurs grands frères, que forcément ils ne savaient pas qui était Léla Slimani, il dit, bon, mais j'ai aussi nommé Alain Mabankou qui réfléchira. Là, les petits ont dit, ah, c'est bien. Ben, maintenant, après, et là, maintenant, je reçois, j'appelle Slimani. J'ai dit, mais c'est quoi, félicitations pour ton poste, mais c'est quoi là mon nom à l'intérieur? Je n'étais même pas consulté. Oh, mais on t'en parlera, ne t'en fais pas. Il y a les gens de l'Élysée qui vont t'appeler, etc., etc. Bon, ben, j'attends. Et puis, je ne sais pas, 1 heure après, les gens de l'Élysée m'appellent. Oui, on s'excuse, mais c'est... Voilà, vu que c'est votre domaine, on savait que ça ne poserait pas de problème. Donc, le président a souhaité vous confier la mission, tout. J'ai dit, mais quand même, quand vous confiez une mission, envoyez quand même la lettre de mission que je vois de quoi il s'agit, qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai pas quand même accepté comme ça. Je ne sais pas où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais faire la mission, quelle est l'ampleur de la mission, etc. Et donc là, j'ai exigé, j'ai dit, je tiens à avoir une lettre. Et puis il envoie la lettre, effectivement, il dit, voilà, je dois un truc en février, donc c'est vous qui êtes chargé. Donc grosso modo, ce dont je suis chargé, c'est pratiquement ce que Léla Slimani est chargée. Alors j'ai dit, mais comment ça va se passer?
où je comprends, on dirait que je veux servir, on dirait, de ministre de la Défense de ça. Hein. C'est-à-dire que j'amène les ingrédients, je prépare tous les aliments, et puis l'autre allume le feu, et puis sert la nourriture. J'ai dit, bon, j'ai compris à peu près, j'appelle Slimani, j'ai dit, bon, si j'ai compris, on t'a mis là, comme ça tu brilles de l'autre côté. Et moi, comme j'enseigne les littératures francophones, j'ai écrit des livres sur la francophonie, et je prépare tout. Hein, en un mot, voilà, je suis les nègres. Donc, tu vas débriller. Mais voilà, mais j'ai dit ça. Ah, mais non, j'ai dit, soyons clairs. J'ai dit, après, mais non, mais il ne faut pas dire ça comme ça. J'ai dit, mais il faut bien qu'on nomme les choses. Donc, j'ai essayé d'expliquer tout. Et après, pendant 1 heure, je lui ai parlé. J'ai dit, mais attention, il ne faut pas prendre ça comme un truc où tu vas te promener comme ça. La francophonie, c'est plus large que tu le crois. Hein. Tu dois lire, tu dois te bétonner, tu dois savoir la théorie, tu dois lire la charte de l'Organisation internationale de la francophonie, tu dois savoir, tu dois lire pour attaquer quelque chose, tu dois lire. Et même pour aimer quelque chose, il faut que tu expliques la chose aux gens. Et c'est pas, j'ai dit, les Français ne savent rien de ça. Les Africains ne savent rien de ça. Pour eux, ils ont une femme qui est là, haïtienne, qu'on a nommée, paf, qui va de gauche à droite et qui... Voilà. Et je lui explique tout. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, écoute, je commence par lui dire, il faut déjà expliquer quelle est la conception du président de la République de la francophonie. Et qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce que le président va faire. Ah bon? Mais oui, mais j'ai dit, oui, il faut faire comme ça, voilà, tout. J'ai dit, mais comment? Et j'ai dit, bon, si tu veux travailler avec moi, on va co-signer une grande tribune, mais on ne le fait pas dans Le Monde ou Le Figaro, on fait dans un journal, non, dans Le Monde ou Libération, on fait dans un journal de droite. Comme ça va vraiment, voilà, on le fait dans Le Figaro, tout, voilà. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on dit? On commence à parler. Et puis, ah, d'accord, non. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Donc, moi, j'attends la lettre du président qui arrive donc demain. Donc, ça arrive, une fois, je vais la lire, et puis, on va faire la tribune. Paf, on raccroche. 24 heures après, paf, elle s'exprime dans Le Figaro. Oh. Elle s'exprime dans Le Figaro. C'est là qu'elle a dit, les Français se coulent sur 2 pages où il n'y avait rien. Mais j'appelle, je dis, mais t'as rien compris, là. Je dis, mais quoi? Mais j'étais, mais attends, comment tu peux gaspiller un espace comme ça, au lieu de faire un texte où les gens restent à réfléchir, tu passes. C'est pas l'exemple, c'est pas ça qu'on cherche. La francophonie, c'est pas les paillettes, tout. J'ai dit, bon, je viens de recevoir le truc, mais je suis au regret de te dire que moi, je travaille pas dans le désordre. On dit quelque chose et on le fait mal. Et moi, je vais pas le faire, je te mets pas en danger, je t'attaquerai pas. Moi, mon problème, je vais dire au président, je le fais pas. Et je vais lui dire pourquoi. Et c'est là que j'avais fait cette lettre de refus dans laquelle je disais je ne peux pas travailler sur la rénovation de la francophonie alors même que la France n'a pas coupé les liens avec les dictatures, etc., puisque ceux qui nomment les secrétaires généraux de la francophonie, ce sont les pays francophones qui sont à 85% dirigés par des dictateurs qui bloquent finalement les candidatures, etc. Donc c'est là que au moment, ça a créé les vraies polémiques sur la francophonie. Voilà. Vous avez pour la première fois, en exclusivité, les coulisses du débat. Merci beaucoup. Mais n'empêche que le président a été fair-play, puisque après, quand il a préparé ces assises du vin, là, il a continué à me citer. Bon, je ne l'ai pas embêté par la suite, mais je sais qu'il manque des idées, il manque de personnel, et ils ont mal fait le casting de ceux qui devaient réfléchir sur la question. Ça a voulu être comme un coup, mais on ne peut pas faire un coup sur une chose qui est détenue par ces présidents africains qui sont là. Parce que moi, je rêvais de faire plutôt une francophonie participative, populaire, dont les secrétaires ne seraient plus votés par les présidents ou les conseils de gouvernement, mais par les peuples africains. Et ça ne serait pas dirigé par des gens forcément politiques ou quoi là, mais par des artistes, soit peintres, écrivains, musiciens, potiers, ou je ne sais pas, cuisiniers ou quoi là, chef, on dit. Dans ce sens, il faut que ça soit une francophonie culturelle qui puisse faire avancer le génie africain, mais c'est
on écrit un livre là-dessus avec Achille Mbembe, peut-être pour Très bien. Oui. pour d'ici un an. Très bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais revenir sur le caractère multigenre de votre ouvrage. On l'a dit, pour la critique, effectivement, autobiographie, en même temps déambulation sur différents territoires. Et puis on pénètre vraiment dans l'atelier de l'écrivain, avec toutes les facettes que vous avez décrites à l'instant. Donc j'aimerais savoir si pour vous, au final, est-ce que c'est pas tout simplement un moyen de jouer, ou en tout cas d'expérimenter les limites de la narration contemporaine? Ah oui, moi je pense que oui. Au départ, je n'y pensais pas dans ce sens, mais je crois, c'est pour ça que c'est une sorte d'autobiographie capricieuse. On a ce sentiment que la narration, c'est pas toujours avoir une belle histoire qu'on raconte, mais nos tranches de vie peuvent constituer une narration si tant est que nous soyons des bons metteurs en scène. C'est-à-dire que n'importe quelle histoire peut être une histoire intéressante, ça dépend de comment on va faire la couture. Deux faits qui semblent une rencontre avec Sonny Labotansi qui peut être incompatible, je ne sais pas, avec quelque chose qui se passe à Madagascar, mais je trouve le lien. Donc, c'est un livre où, quand je voyage, je prends des notes. Par exemple, là, moi, je prends beaucoup de notes. J'ai jamais écrit, par exemple, j'habite depuis 17 ans en Amérique. J'ai jamais écrit sur l'Amérique. Mais pourtant, j'ai des caisses de notes sur l'Amérique, des caisses de notes sur l'Amérique, mais je n'arrive pas à trouver quel type de narration je vais avoir. Mais maintenant, j'ai fini par trouver comment ça se ferait. J'ai fini par me dire qu'il faut que ça soit naturel comme de la vie. Parce que parfois, j'arrivais dans un café, bon voilà, je voyais une maman qui a une poussette sur Sunset Boulevard, qui est en train de la pousser, et puis le vent a soulevé la jupe. Je note, voilà, il y a une maman qui passe avec une poussette, le vent a soulevé sa jupe, voilà, boum. Ou j'arrive devant une affiche de Donald Trump pendant la campagne. J'ai vu une affiche de Donald Trump, je notais quelque part, je prenais la photo, et il y avait 3-4 lignes. Et je me suis rendu compte, en réalisant tout ça, ça se parlait. Si je mets les dates, je fais des coutures, je fais ainsi de suite. C'est des types de narration qu'il faut rechercher de plus en plus, surtout que nous sommes aussi dans une époque qui cherche comment dire le monde. On ne peut pas dire le monde comme on le disait à l'époque des chants des troubadours, des chansons des troubadours, ou bien quand on faisait la littérature de la table ronde. Ça change au fur et à mesure, les époques varient. Et il s'agit de trouver les formes de langage. C'est pour ça que j'ai intitulé « Le monde et mon langage ». Donc je le photographie tel quel. J'avais initié un peu dans Lumière de Pointe-Noire, quand j'étais retourné au Congo-Brazzaville en 2012, à travers des photos. J'ai raconté. Et là, ce sont ces rencontres qui m'ont donné cette sorte de photographie et qui finalement donnent un autre moyen, comme vous dites, de pouvoir décrire le monde, de pouvoir poser le monde. Et j'étais content de voir que ce qui avait l'air plutôt de discuter de littérature avait eu aussi un accueil très public, comme si c'était un roman que j'avais écrit. Parce que je me rappelle même à l'époque, quand j'avais dit au seuil, bon, vous savez, le prochain livre, ça sera probablement un essai ou quoi là, tout ça là. Oui, mais il n'y a pas de roman. J'ai dit, mais c'est pas grave, je vais le publier ailleurs, tout. Et puis quand j'ai publié, après il dit, ouais, mais tu nous avais pas dit qu'il y aurait des histoires, tu avais dit que c'était un essai. J'ai dit, ben oui, je parle de livres. Donc pour un éditeur maison, c'est ça, je donne l'exemple pour ceux qui sont des écrivains, le jour où vous voulez faire une infidélité à votre éditeur, si vous voulez publier ailleurs, parce que c'est parfois de temps en temps, il faut aller publier ailleurs, pour rendre un peu jalouse votre maison d'édition, qui va se dire, mais il peut rester là-bas si on fait pas, si on s'habille pas bien, il va tomber amoureux de l'autre, voilà. Donc, vous dites à l'éditeur, à qui vous avez un contrat, non, c'est un essai, 400 personnes vont lire ça, des universitaires, et vous allez là-bas, et quand ça sort, voilà. Donc, j'avais fait ça avec Lettre à Jimmy, qui était un livre sur James Baldwin. J'avais fait ça sur Le sanglot de l'homme noir. J'ai fait ça sur Le monde et mon langage. Maintenant,
quand j'ai dit c'est un essai, on veut quand même lire avant. Quand je leur ai dit, j'ai un carton de trucs, ça ne va pas vous intéresser, c'est mes notes sur l'Amérique. Non, on le lit quand même. Hein. Il dit, tu n'as jamais écrit sur l'Amérique, on ne veut pas voir un livre de 500 pages, tout le monde va en parler, et nous, on va être comme ça. Mais bon, il se rattrape, parce que même quand je publie ça sur Grasset, le seuil le reprend en poche chez Point, puisque Point, c'est le seuil. Donc, même si je publie ailleurs, je leur réserve quand même le droit de le republier en collection poche. Ah, madame. Merci beaucoup. Alors, je trouve très intéressant d'avoir parlé de l'universalité de votre discours, etc., et du fait que vous n'ayez pas de mission, mais vous en avez une autre, de défendre le littéraire, parce que je crois que toutes ces théories du postcolonialisme engendrent toutes sortes de travers. Nous, on a des étudiants qui travaillent sur la négritude parce que c'est à la mode. Et alors, ils en viennent à dire que, par exemple, Aimé Césaire, le cahier du retour au pays natal, ce n'est pas de la poésie, c'est un discours pré-postcolonialiste. Alors, du coup, je crois que c'est très important que vous vous débarrassiez de toutes ces étiquettes et que vous montriez que le monde est mon langage et peut-être que le langage est mon monde, parce qu'en fait, le prédicat, en latin, on pourrait supprimer le verbe et c'est... L'inverse est vrai aussi. Donc je crois que c'est quand même très important, parce que pourquoi on a tant de succès à l'étranger, c'est parce qu'ils s'intéressent à l'engagement, etc. Mais il faut vraiment redorer le blason de la poésie, de la vraie nature de ces écrits, et pas les réduire à quelque chose d'anecdotique presque. Bon, c'est un peu des débats déjà rebattus, mais je crois que c'est important parce que ça s'aggrave avec les années. Et on oublie totalement l'essence de cette littérature, qui est pour moi extraordinaire. Parce que pour moi, la littérature francophone, c'est la seule vraiment poétique et qui ajoute une dimension à la littérature française totalement inédite. Totalement, voilà. Bon, mais merci. Mais je pense, oui. Mais on a même plus que... À un moment donné, quand vous êtes traduit, moi j'ai la chance, tous les livres souvent sont traduits en anglais, comme j'habite aux États-Unis. Parfois on les achète même depuis le manuscrit. Par exemple, le 16 août, je sors un roman au Seuil, mais déjà les Anglais, ils l'ont acheté. Ils ont même déjà un titre à eux-mêmes qui ne sera pas le titre français. Et donc, quand vous publiez en français et qu'on vous traduit en anglais, les Anglais reçoivent ça comme la littérature française. Le terme de francophone n'existe pas dans le grand public anglophone. Ça existe dans les universités. Donc le grand public, quand vous avez un éditeur, moi c'est Serpent's Tale, et Serpent's Tale à Londres et New Press aux États-Unis, quand il sort, quand on chronique votre livre dans le Los Angeles Times ou le New York Times, pour eux, c'est un livre de littérature française qu'on a traduit. Donc, parce qu'ils jugent par le biais de la langue. Donc, vous avez une double mission. La mission africaine qui est là, la mission également de page, de gardien de la langue française. Parce qu'ils vont commencer à se dire, chaque fois qu'il y a des réunions, par exemple, aux États-Unis, ils veulent inviter un auteur français. Les Américains, ils ne vont pas par quatre chemins. Ils ne vont pas appeler Paris alors qu'ils savent qu'il y a un Africain là qui est de littérature française. C'est lui. Hein. Et il n'y a pas que eux. J'habite à Los Angeles. À l'époque, le consul qui était là, les consuls même, chaque fois qu'ils passaient, quand ils recevaient des gens, moi j'étais l'écrivain français de service. Hein. Ah oui, à table, oui, on a l'écrivain français qui arrive, j'arrivais, je m'assois, voilà. Tous les Martinons, tous, j'arrivais, c'est moi qui joue l'écrivain français à Los Angeles. Ils ne vont pas quand même payer un billet à Marie Dariussec en classe affaires, ça coûte trop cher à l'État. Donc moi je suis à côté, bon voilà. Je dis prenez-moi et puis j'arrive, on prend le sandwich, on mange ce qu'on a à manger, on fait les discours, on donne les médailles. Après il y a James Ellroy qui est à côté aussi qui vient. Si Douglas Kennedy est en vacances, on le met aussi. Je pense que les étiquettes ne sont pas finalement bien pour la littérature. Dès que vous enlevez, parce que les étiquettes
ça donne une date de péremption à la chose. Si vous enlevez l'étiquette, vous ne savez pas que voilà, ça c'est l'origine, ça non. Vous avez du bon vin que vous buvez tranquillement, sans les préjugés. Et le problème des étiquettes, ça finira par disparaître petit à petit. Césaire, c'est un grand poète. C'est un grand poète français, point. Et ce n'est même pas nous qui le disons, c'est André Breton, dans la préface qu'il a faite du cahier d'un retour au pays natal. Il a dit « La parole de Césaire est belle comme l'oxygène ». Et il a expliqué comment c'était pour la première fois qu'il voyait quelqu'un qui mettait dans la poésie française la veine incantatoire. Quand on le lit, c'est comme si on était dans la transe. C'est fini l'histoire d'expliquer, oui, c'est les muses, des Camus. Non, on est dans la transe. Ça s'explique pas toujours Calliope qui descend avec un verre de vin. Non, c'est fini là. Voilà, donc c'était la muse vraiment dans la veine incantatoire qui est rentrée. C'est de la poésie française. La poésie de Senghor, c'est de la poésie française. C'est des gens qui ont des influences de Paul Claudel, de Guillaume Apollinaire. C'est des gens qui ont côtoyé tous ces poètes, qui ont bu du Rimbaud, etc., qui ont été formés à l'école française. Senghor, c'est le premier agrégé de grammaire française en Afrique. C'est des agrégés, c'est des normaliens. C'était des députés français à l'époque. Avant les décolonisations, Senghor était député, Césaire était député, Damas était député, Félix Tchikaya du Congo, ils étaient des députés. Contrairement, par exemple, au discours qu'on fait en France en disant « Ah, il n'y a pas beaucoup de Noirs dans la... » Mais c'est notre époque qui les a réduits, parce qu'avant, ils étaient là. Quand on allait à l'Assemblée nationale, ils étaient là, partout. On oublie même que Monerville, au moment où le président était mort, 24 heures, il était président de la République française. Et c'était un Antillais noir. Donc la France avait eu un président noir avant même les Américains, on ne le sait pas. Voilà, c'est l'histoire française. Oui, moi je voudrais continuer sur les brisées de ma voisine, qui est ma collègue et amie. Je voudrais revenir au manifeste pour la littérature monde, qui avait été donc coordonné par Michel Lebris et Jean Rouault, et auquel vous avez participé, et revenir sur cette idée d'une langue française qui ne soit pas franco-française, mais francophone. Donc, la suppression des barrières et l'acceptation, je crois, de toutes les particularités de cette langue française qui naît dans d'autres pays et dont, évidemment, on ne peut pas éradiquer les origines, le soleil, les flamboyants, la mer, et qui doit informer, je pense, cette langue. Et c'est comme ça que je me suis dit que, finalement, vous aviez réussi à résoudre le paradoxe. On ne voulait pas publier vos manuscrits de poésie, certes, mais finalement, dans la langue de la littérature francophone, il y a la poésie. C'est la poésie des mots, la poésie des émotions, la chair des mots. Et je crois finalement que ça fait un heureux compromis. Oui, ça fait un compromis, mais je pense aussi, bon, c'est bien aussi qu'on m'ait refusé. C'est pas bien que la vie soit toujours... je suis arrivé, j'ai appuyé ici, et puis c'est passé comme lettre à la poste. Au contraire, quand on me refusait le manuscrit, je me disais qu'il faut que je travaille. Il faut que je me remette en question. Qu'est-ce qui prouve que j'ai raison? C'est vrai qu'au bout de 4-5 manuscrits, je commence à me dire qu'est-ce qui prouve qu'ils ont raison, eux. Donc, c'est relatif. Je veux dire que soit j'étais pas encore prêt, soit peut-être que j'avais pas trouvé la voie, ma propre voie. Et au bout d'un moment, ça finit par venir. Je veux dire que quand il refusait un manuscrit, je le mettais à côté, j'écrivais un autre. Il refusait, je mettais à côté, j'écrivais un autre. J'étais pas du genre, je vais être écrivain, j'ai essayé un, et puis tu refuses, on refuse, et puis tu dis, c'est fini, de toute façon, c'est un monde pourri, il ne publie qu'entre eux les gens qui connaissent. Non, moi j'ai publié par la poste. Moi j'ai même vu
Africains venaient dire, ouais, mais comme le seuil, ils ont déjà un Africain, est-ce qu'ils vont prendre un deuxième? Mais j'ai dit, attends, j'ai dit, mais vous avez dit un commerçant qui refuse la marchandise? J'ai dit que le commerçant, il arrive, il a le chef-d'œuvre du siècle qui vient d'arriver, c'est un Africain, il va dire, oh, écoutez, j'ai déjà deux, ça suffit hein, de donner chez Gallimard. Non, c'est pas possible. J'ai dit, mais un éditeur français, s'il a 10 textes qui sont des chefs-d'œuvre, les 10 sont des, je sais pas, des Africains, il va les publier. Bon, il ne les fera pas dans la même rentrée littéraire, il va un peu les écarter, sinon on va dire, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, il va le faire. Donc, ce complot, ça m'a permis de vivre autrement en France. Je n'ai jamais vécu sous la forme que non, il y a un complot contre ma race ou contre les Noirs. Non. J'ai dit non, parce que moi j'ai vécu avec les Blancs qui étaient dans ce qu'on appelle la galère, ou que c'est moi, on s'est partagé le peu d'argent qu'on m'envoyait en Afrique, parce que même là-bas, les parents étaient en divorce, le gars, il n'avait pas reçu sa pension, mais on était tous à la fac à Nantes, le gars, il n'a rien mangé pendant 2 jours, il est venu, voilà. Mais qui aujourd'hui est un avocat, l'autre qui est assureur, on a créé une sorte de fraternité qui a dépassé la couleur de peau. Parce que eux, quand j'étais dans la classe faisant la fac de droit, quand je me retrouvais tout seul, le seul noir en droit là, moi, j'avais oublié que j'étais noir et eux, ils avaient oublié que j'étais noir. Non, j'avais oublié qu'ils étaient blancs et j'avais oublié que j'étais noir. Donc, ils disaient, bon, on va à tel endroit, on se filtrait, on le faisait. Quand personne, on avait quelque chose à manger, on faisait la cuisine. Ça avait créé une sorte de fraternité qui dépassait la couleur de peau. C'est pour ça que j'avais écrit l'essai « Le sanglot de l'homme noir ». Quand je l'avais publié, évidemment, ça m'avait valu beaucoup de pierres. Oh, mais tu ne peux pas expliquer cela, que nous avons une attitude victimaire, c'est parce que tu t'es embourgeoisé, toi tu ne sais pas les réalités de la France. Il y en a qui voulaient m'apprendre les réalités. J'ai dit, mais j'ai vécu 17 ans en France. Et pour le faire, non seulement j'ai une pratique du monde noir en France, mais j'ai aussi une pratique du monde noir aux États-Unis, et j'ai la pratique d'origine du monde noir en Afrique. Donc j'ai ce regard des 3 continents. Et si je tiens le discours que le fait qu'en me disant je ne peux pas faire, j'aurais jamais envoyé un manuscrit aux éditions du Seuil, puisque je me dis au Seuil c'est les Blancs. Donc je vais chercher qui publie les Noirs, c'est Gallimard. Non, moi je veux aller, et je veux dire, même quand je suis quelque part, j'envoie les choses. Si on me refuse, la première idée, jusqu'à preuve du contraire, je me dis, c'est moi. On a refusé. Il suffit simplement de se dire que la majorité de ceux qui sont refusés sont blancs. Et puis on est tranquille. Mais oui. Aussi, on voit bien, dans une maison d'édition, 95% des 99,9% qui sont refusés en littérature française sont blancs. Ben là, pourquoi moi je vais passer mon temps à pleurer pour le 0,1% ou 1% là, alors que pendant ce temps, il y en a qui pleurent dans les chaumières. Donc, résultat, ben, ça a permis de franchir des pas qui permettent aux Africains qui sont en Afrique de se dire, puisqu'il y a les grands frères qui publient au Seuil, je peux envoyer aux éditions du Seuil. Donc, dans ce sens, oui, je me sens peut-être bien en expliquant aux autres qu'il faut mettre l'effort et que forcément quelque chose que vous faites avec vos tripes, on finit par le reconnaître parce que c'est un chaînon qui manque à quelque chose. Comme disait Michel, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Donc, on amène son petit verre partout parce que ça a une utilité. Et un jour, les grands verres se seraient cassés, on dit, bon, on va boire dans le petit verre là, et là, ça devient utile parce que c'est le petit verre là qui fera que le monde continue à subsister. Un peu comme vous êtes dans l'Apocalypse, mais il y a un petit détail qui manque pour sauver la disparition de notre espèce. C'est parce que nous avons sous-estimé cette chose. Nous avons la chance, nous, écrivains venant d'ailleurs, d'avoir la culture africaine. On nous a rajouté la culture française. C'est-à-dire que quand j'écris, si je sens que je n'ai plus rien à dire du côté de l'Afrique, là, je plonge du côté de l'Europe. Maintenant, je rajoute l'Amérique. Ça donne une dimension que l'écrivain germano-pratin n'a pas. Il est obligé de le faire sur Google.
Moi, je n'ai pas besoin de Google pour sentir battre en moi le fleuve Congo et d'expliquer comment le coup du pagailleur à l'intérieur du fleuve est en train de la pêche à 4 heures du matin. Les autres vont chercher des images YouTube, mais même s'il y a YouTube ou quoi là, ça serait une description fade par rapport à une description d'un Français qui vit là-bas, qui le fait. Donc, c'est à peu près la réalité de notre situation. Je vois une certaine nervosité. De ce Ah, côté, excusez-moi. parce que- Non, parce que Faut le m'arrêter. temps Ah oui, avance. Donc, oui. est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question, une toute dernière question, brève, une toute dernière? Et tout derrière. Je voulais revenir sur le Clésio parce que moi je ne suis pas venu à l'Oclésio tout seul. C'est grâce au bac, on a dû passer une fois une année le chercheur d'or. Alors je ne connaissais pas du tout et ça m'a beaucoup marqué ce récit à Maurice, etc. Et après, naturellement, je suis allé voir des bouquins. On n'a pas parlé tout de Jules Verne, qui a été un grand ambassadeur aussi pour la littérature à l'étranger. Je pense à La Jangada ou Les Voyages à l'Orénoque, sur l'Orénoque. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que dans les études françaises, la manière dont on nous formate, enfin formate, oui, c'est peut-être un terme un peu dur, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de voir un peu trop des Hugo, des Zola, qui font des histoires franco-françaises, où toutes ces histoires se passent et sont centrées autour de la France, et on ne nous fait pas assez découvrir un petit peu ces écrivains qui nous ont fait un petit peu des descriptions de pays un peu d'ailleurs. Ce qui fait, c'est pour ça qu'en fait on nous classe et qu'on est très classique, très dans le classicisme, non? Oui, Vous en pensez? vous avez raison, c'est aussi le programme tel qu'il est imposé. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on a, en Europe, on a une certaine conception de la littérature, elle est vraiment nationale, dans le sens où il faut inculquer aux enfants cet esprit de la création venu du pays en tant que tel. Mais à force de le faire, on oublie aussi que le pays existe parce que le monde aussi existe à côté. Et moi, je l'ai senti en allant aux États-Unis. Je connais l'école africaine, j'ai fait une partie de l'école africaine, j'ai fait les études supérieures ici. Donc, je sais à peu près les programmes, comment ils sont faits. Les Américains, ce qu'ils font dans l'université américaine, c'est que par exemple, dans notre département, qui est le département des études francophones, il y a 13 professeurs. Il y a ceux qui sont spécialisés dans la littérature dite française, et on les divise par siècle. Celui-là fera, je ne sais pas, tel siècle, 18e, 19e, 20e. Puis il y en a qui vont prendre la partie littérature dite francophone du côté de la Suisse, les spécialistes du côté de la Belgique, spécialistes du côté du Canada, spécialistes des îles francophones, spécialistes de l'Afrique, mais l'Afrique encore spécialiste de l'Afrique du Nord, spécialistes de l'Afrique subsaharienne, si bien qu'on va couvrir toute la création littéraire en français. Donc l'Américain qui va arriver en première année jusqu'à finir, jusqu'en doctorat, il va emmener tout. Il a la littérature faite en France, faite ailleurs. Donc il y a tout un espace. C'est pour cela que les Américains, pour être sûrs que tout va être couvert, eh bien, quand ils entendent que les Français ont formé telle ou telle personne et que la personne n'a pas été embauchée, ben, ils envoient un avion, ils l'amènent dans l'heure des parties, ils lui donnent le boulot. Et quand ils savent que, bon, écoutez, c'est un peu difficile en France, on ne forme pas trop les étudiants en littérature africaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les écrivains africains. Ils prennent Maryse Condé, ils prennent Édouard Glissant, même s'il est antillais, mais il peut faire la littérature africaine. Ils vont prendre, je ne sais pas, le Clésio lui-même, il a enseigné pendant longtemps à l'Université du Nouveau-Mexique. Actuellement, il enseigne en Corée. Les gens ne savent pas qu'il peut enseigner la littérature francophone. Donc, on met tout cela, ils vont rechercher les têtes à gauche. Dans la littérature française, la même chose. Hein. Ils prennent Compagnon du Collège de France. Ils l'amènent du côté de New York, ils enseignent, ils prennent tous, les Didier Ribon, ils prennent tous, les philosophes français, tous, ils les prennent, ils les amènent là-bas, et on a vraiment une étude complète. Plus vous avez une diversité à l'université, plus votre université monte dans le classement mondial, puisque vous couvrez tous les génies, et on le fait en français, on va le faire en espagnol, on va le faire en allemand, etc. Comme ça, une université est complète. Mais évidemment, ce qui est intéressant pour nous, quand on veut faire étudier les Américains la littérature française, puisqu'on sait qu'en France, ils sont rigides dans les programmes, eh bien, on prend nos étudiants, on envoie quelques-uns, nous, on travaille avec Aix-en-Provence,
on prend au moins 10 Américains, on envoie à Aix-en-Provence pour venir étudier la littérature française calée telle qu'elle est ici. Et on prend 10 Français qu'on ramène chez nous pour leur donner la pluralité. Et en général, les 10 Français qui sont allés là-bas, ils ne vont pas revenir. Ils vont dire, mais écoutez, mais comment, non, hein, je ne repars pas là-bas, parce qu'ils ont des bourses, ils voyagent partout, ils enseignent même pratiquement. Ils disent, bah, tout cas, c'est cool, comme ils disent, ils ont le soleil. S'ils tombent à Los Angeles, vous n'avez pas lui dit de retourner, je ne sais pas, à la fac, je ne sais pas, de Bobigny. Non. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe, la beauté. Mais tout ça, c'est quand même le génie français qui le fait de l'autre côté. Parce que les universités ont des moyens, ne sont pas obligés d'attendre un financement ou quoi que ce soit, parce qu'ici aussi, c'est quand même le contribuable français qui le fait. Donc le contribuable français aussi, ben, ça veut dire que c'est limité. Hein. Il y a l'armée, il y a tout, mais là-bas, les universités sont autonomes, beaucoup. Même quand elles sont publiques, elles ont des budgets elles-mêmes. Et puis, elles font des... Et puis, il y a les dons des entreprises privées. Hein, parce que les Total, ici, ils s'en tirent. Hein, ils vont faire les bénéfices en Afrique. Et les Orange, ils ne versent rien dans les universités ici. Mais là-bas, les anciens étudiants, tout... Nous, il y a 2 ans, je crois, il y a une femme qui est morte, qui avait laissé dans son testament 10 millions de dollars à donner au département où nous sommes français en disant, voilà, vous payez un professeur invité qui viendra faire des cours pendant 1 année, à condition tout simplement de donner à cette chaire mon nom. On dit, il n'y a pas de problème, hein, s'il n'y a que ça, on peut même, s'il n'y a que ça, on mettra même le nom de tes cousins, tout, voilà. Donc, ils donnent 10 millions, et avec ces 10 millions, ça nous a permis, par exemple, on avait invité Patrick Boucheron, qui est au Collège de France, il est venu. On avait invité Pascal Blanchard, de temps en temps, comme ça, on prend 1 année, et qui sont bien payés, voilà, par mois, ils viennent, ils enseignent les étudiants là-bas sur les questions de la France, et c'est comme ça qu'on avance. Et nous sommes là à donner ces idées à ces universités. Mais comme on ne veut pas nous consulter en France pour savoir l'expérience, on préfère faire des paillettes et des trucs annoncés sur le parent, ben tant pis. Les autres sont en train de prendre le large. Demain, pour expliquer ce qu'était la France dans les colonies, ça ne sera plus la France, ça sera les Américains. D'ailleurs, les plus grands spécialistes des littératures francophones sont maintenant de plus en plus américains, et ce sont les étudiants que nous avons formés. Le mien, la première victoire que j'ai eue aux États-Unis, c'est que j'ai formé quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche, et à l'époque pour Bush, la fille était chargée de lire toute la presse francophone et de faire le bilan au président de la République de ce que le monde entier, en français, pensait de la politique africaine. Donc Le Monde, Le Figaro, ils faisaient les fiches, tout abonné, etc., etc. Alors même que si on peut le faire pour notre pays, on accepterait même de le faire gratuitement. Mais bon, le problème de notre culture, c'est peut-être qu'on a toujours du pétrole sans avoir les idées. Merci beaucoup.